Le 19h de Public Sénat, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce jeudi 2 septembre. Les appels à la démission d'Éric Woerth se multiplient à gauche. Ils s'amplifient alors que le ministre a fini par reconnaître être intervenu pour la Légion d'honneur du gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. La rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves de la maternelle au lycée, des grèves au programme dès la deuxième semaine cette année. Gros plan dans le 19h sur le système éducatif français dont certaines failles s'aggravent. 26 amendements déposés au Sénat aujourd'hui. Brice Hortefeux compte sur le Sénat pour imposer de nouvelles peines planchers qui ne seront plus réservées aux récidivistes. Le ministre de l'Intérieur veut qu'elles soient également appliquées aux délinquants auteurs de violences aggravées. Une légion d'honneur précédée d'une lettre de recommandation de plus en plus embarrassante. Éric Woerth admet aujourd'hui être intervenu en faveur de Patrice Demestre, l'employeur de sa femme, qui était également le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. La justice, on le sait, tente d'établir un lien qui pourrait être imputé au ministre et un délit. Les explications de Fabrice Cunet. Exercice d'équilibriste pour Éric Woerth ce matin. Après avoir longtemps nié, il reconnaît l'existence de la lettre de soutien à la demande d'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre. J'ai fait comme des multiples députés. C'est une banalité, une grande banalité tout cela. Je n'ai jamais dit qu'elle n'avait pas existé. Personne n'a dit qu'il n'a pas existé. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quelle conclusion vous en tirez d'ailleurs? La conclusion d'un malaise pour certains. À gauche, on n'hésite plus à réclamer sa démission. À droite, en revanche, on serre les rangs derrière le ministre du Travail. Ceux qui souhaiteraient à nouveau polémiquer à partir de cet élément démontreraient, s'il en était besoin, que la chasse à l'homme à laquelle il se livre, eh bien, il ne souhaite pas qu'elle se termine. Je pense qu'il faut que nous puissions régulièrement et de manière extrêmement efficace désormais passer à l'examen de la réforme des retraites. Chasse à l'homme ou véritable trafic d'influence? Le doute a déjà une conséquence sur le débat sur les retraites, une redistribution des rôles au sein du gouvernement. J'ai appris effectivement il y a quelques minutes que François Fillon reprenait politiquement le dossier, qu'Éric Woerth pourrait conduire la partie technique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui mènera les débats à l'Assemblée nationale? Eh ben, on le verra à partir du 7 septembre. Pour l'heure, Éric Woerth doit toujours défendre le projet de réforme devant les députés. Au sein de la majorité, comme pour les syndicats, certains craignent déjà que le débat soit pollué par l'affaire Bettencourt. Et ce soir, de plus en plus de voix socialistes demandent la démission d'Éric Woerth, le jugeant disqualifié. Éric Woerth pourra-t-il tenir après ces nouveaux développements autour d'une Légion d'honneur? Cela, bien sûr, à quelques jours du débat parlementaire sur les retraites. Bonsoir, Emmanuel Kessler. Bonsoir, Michel. Il devrait être solidement encadré par François Fillon. Oui, pas mis sur le banc de touche, pas encore en tout cas, mais certainement plus au centre du terrain. Il y a plusieurs indices qui montrent que les choses sont en train de basculer. D'abord, la petite phrase de François Fillon cet après-midi devant des journalistes pour savoir qui va piloter la réforme des retraites devant le Parlement. Il répond « c'est le ministre en charge ». Alors, ça veut dire théoriquement Éric Woerth, mais ça a laissé la place à pas mal d'interprétations. On sent que le nom d'Éric Woerth a de plus en plus de mal à être cité par François Fillon et même par Nicolas Sarkozy, qui n'a plus parlé de lui dans ses discours, qui n'a pas manifesté de façon explicite son soutien lors du Conseil des ministres de mercredi dernier. Autre indice, on sait maintenant que l'Élysée a vraiment demandé à François Fillon de monter en première ligne sur le dossier, au moins politiquement et médiatiquement, et c'est donc le Premier ministre qui sera l'invité, par exemple, jeudi prochain de l'émission À vous de juger sur France 2 sur les retraites. Ça devait être au départ Éric Woerth. Enfin, ceux qui ont observé le ministre du Travail, c'était mardi dernier à Port-Marly, lors des universités de l'UMP, ont pu remarquer que pour quelqu'un qui revient de Chamonix, Éric Woerth avait le teint blême, il était mal à l'aise, il évitait les journalistes en passant par des portes dérobées. Bref, on le sent fatigué psychologiquement à 5 jours maintenant de l'ouverture
l'ouverture du débat sur une des réformes majeures du quinquennat. Le ministre est tellement fragilisé, le ministre en charge, que ça devient tout de même un problème. L'Élysée en est conscient et devra rapidement trancher. Officiellement, le soutien à Éric Woerth et la dénonciation d'un lynchage politique reste la ligne officielle du gouvernement et de l'UMP. Mais il est clair que cette stratégie a maintenant trouvé sa limite. Merci Emmanuel. Question du nouvelobs.com. Notre partenaire Éric Woerth est-il selon vous disqualifié pour poursuivre la réforme des retraites? Eh bien les internautes répondent oui, vous le voyez très majoritairement, à 87%. Notez encore que l'ex-chef de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, Laurent Solly, a été entendu il y a quelques jours par la police dans le cadre de l'affaire Woerth-Bettencourt. Bernard Thibault, de son côté, appelle à faire de la journée d'action de mardi prochain un rendez-vous hors du commun, a-t-il dit aujourd'hui. La cote de confiance de Nicolas Sarkozy a remonté de 4 points dans le baromètre mensuel du Figaro Magazine, à 30% d'opinion favorable. Enquête réalisée par TNS Sofres fin août, c'est-à-dire en pleine offensive sécuritaire du chef de l'État, qui se prolongera lors du débat au Sénat dans quelques jours, visant à durcir la loi sur la sécurité intérieure. Les amendements ont été déposés cet après-midi au Sénat par le ministre de l'Intérieur. Les peines planchers ne seront plus réservées aux récidivistes. Élisée Cardi. Des nouvelles mesures en droite ligne du discours sécuritaire de Nicolas Sarkozy à Grenoble fin juillet. Le dispositif des peines planchers serait ainsi renforcé et surtout élargi. Jusqu'ici, elles étaient réservées aux délinquants qui récidivaient et le juge restait libre de l'appliquer ou non. Désormais, tous les auteurs de violences aggravées pourront se voir condamnés à ces peines planchers, même pour un premier délit, et quelle que soit la qualité de la victime. Deuxième mesure, des peines incompressibles de 30 ans seraient mises en place pour les assassins de policiers et gendarmes. Au Sénat, la gauche se mobilise déjà contre ce bouleversement du droit pénal. Donc certaines circonstances qui seraient définies probablement a priori et certaines personnes, j'en sais rien, ce serait automatique. Certains faits automatiquement, quelle que soit la personne, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, automatiquement 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Donc ça, c'est une modification totale dans notre droit. Pour l'instant, on ne connaît pas le détail précis de ces mesures. Le gouvernement doit faire passer ses amendements au Sénat au dernier moment, sans doute mardi matin. L'actualité à l'étranger, notez-le, après 20 mois sans aucun échange, reprise tout à l'heure à Washington de pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens. L'espoir est fragile. Le président palestinien Mahmoud Abbas a d'emblée réclamé l'arrêt de la colonisation et de l'embargo à Gaza. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lui a demandé de reconnaître Israël comme un État juif. Et les deux hommes ont un tête-à-tête actuellement. Ils se prolongent. Le Hamas, de son côté, promet de poursuivre ses attaques anti-israéliennes en Cisjordanie. Dans la suite du 19h, nous évoquerons ces mémoires de Tony Blair qui fait le bilan de ses 10 ans au pouvoir, des confessions, mais on accueille plus que mitigé de la presse britannique ce matin. Mais d'abord, la rentrée scolaire entre réformes, revendications et interrogations sur l'efficacité du système français. Une rentrée marquée par la réforme de la classe de seconde, réforme qui s'ajoute à celle déjà engagée depuis 3 ans. L'occasion de faire le point avec Sophie Normand. Comme chaque rentrée, l'heure est aux nouveautés, nouvelles maîtresses, nouveaux copains. Une rentrée marquée aussi par plusieurs réformes, celle du lycée qui avait valu au ministre de l'Éducation Xavier Darcos de nombreuses manifestations. Dans sa continuité, Luc Châtel a repris la main en juin 2009, mais en assouplissant la mesure. Les élèves de seconde bénéficieront cette année de 2 heures d'accompagnement personnalisé. Dans la ligne droite des promesses électorales de Nicolas Sarkozy, Luc Châtel a maintenu le cap sur la réduction des effectifs. 50 000 postes ont été supprimés depuis 2007. Si cette mesure a permis, comme promis, la revalorisation financière des enseignants, elle pèse sur leur formation. Désormais recrutés à Bac+5, certains professeurs débutants se retrouvent en cette rentrée seuls devant une classe entière sans avoir suivi l'année de formation en alternance en IUFM. Une situation qui dénote alors que depuis 2007, les initiatives pleuvent pour faire de l'école une école de la réussite.
Internat d'excellence, dérogation à la carte scolaire, mais toujours pas de suppression totale. Un travail éducatif sur les marges à destination des méritants. L'éducation prioritaire dans les zones défavorisées, elle, est toujours en panne. Nos invités, ils sont 3 ce soir. Bernard Hugonnier de l'OCDE, bonsoir, dont la branche éducation compare les systèmes éducatifs. Si vous aviez à donner une note au système français? Une note moyenne, une note juste un petit peu en dessous de la moyenne. On est à peu près 20e sur 30, c'est pas très très bien. J'espère qu'on pourra faire des progrès. Très bien. Christian Chevalier, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA. Le point fort ou le point faible de cette rentrée pour vous? Le point faible, c'est évidemment la formation des enseignants. Enfin, chacun le reconnaît, elle est aujourd'hui catastrophique et on voit que la plupart des stagiaires ont pris ce matin leurs fonctions sans aucune formation professionnelle préalable. C'est extrêmement inquiétant. Sans aucune formation sur le terrain? Sans aucune formation préalable sur le terrain, formation professionnelle. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent sans doute sans aucune difficulté leur discipline, mais les gestes professionnels qu'il faut savoir conduire dans sa classe, maîtriser un groupe, prendre en compte l'hétérogénéité des élèves, travailler en équipe, ça, ils ne l'ont jamais vu. Alors pour vous répondre tout de suite, Claude Greff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national de l'UMP en charge des questions éducatives, justement. Alors d'abord, je vous pose la même question, le point fort et le point faible pour vous de cette rentrée. Le point fort, évidemment, la réforme du lycée. Le point faible, c'est que nous sommes dans une année de transition. La réforme du lycée dans sa première année d'établissement, la réforme de la formation des enseignants, c'est aussi le début. Donc c'est à mon avis, pour moi, le point faible, parce que tout simplement, comme toute rentrée, tout le monde est un peu inquiet. Et les jeunes enseignants le sont, c'est évident. Mais vous reconnaissez d'une certaine manière que les élèves vont donc essuyer les plâtres cette année de cette réforme? Absolument pas, puisque aujourd'hui, on a des élèves toujours aussi nombreux, avec des enseignants, somme toute, toujours aussi nombreux, même si des départs à la retraite n'ont pas été remplacés. Chaque élève a un enseignant face à face. Aujourd'hui, on a voulu réformer, innover, expérimenter. Je trouve que dans le contexte d'une société ou d'un pays qui change, il est normal que l'éducation nationale change également. Je rappelle quand même que le budget de l'éducation nationale n'a pas baissé, même en période de crise. Nous sommes toujours à 59,6 milliards de budget, qu'aujourd'hui, par cette réorganisation, les enseignants, non seulement auront une revalorisation de leur profession par la formation tout au long de la vie, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, et puis une revalorisation de leur indemnité, de leur rémunération. Sachez quand même qu'un enseignant va avoir en moyenne 157 € par mois supplémentaires, ce qui n'est pas à négliger, et un peu plus de 200 €, 257 € de mémoire pour les professeurs agrégés. Donc, mais là, on se plaçait sur le plan pédagogique. Là, Alors sur le plan pédagogique, aujourd'hui, on a des enseignants, puisqu'ils sont aujourd'hui enseignants, qui ont une formation au sein même de leur formation étudiante, si je puis me permettre. Je suis d'accord avec le syndicat pour dire que la formation en amont n'a pas été aujourd'hui l'objet, et je viens de le dire, nous sommes sur le début de la réforme, mais je rappelle qu'aujourd'hui la formation sera inclue dans l'organisation de leur profession, puisque dans la première année, les enseignants pourront bénéficier de On vous demande de patienter, Christian Chevalier. Nombreuses heures. La réalité des choses est beaucoup plus dure que cela. 50 000 suppressions d'emplois au cours des 4 dernières années, une augmentation des effectifs qui est la réalité aujourd'hui, à la fois à l'école primaire depuis maintenant 10 ans, elle arrive au collège, elle s'installe au lycée, des classes donc qui sont des classes de plus en plus chargées. Dans le même temps, on le voit bien, une difficulté scolaire qui s'accroît. Je renvoie aux évaluations dont on a connu les résultats au mois de juillet, évaluations d'école primaire, qui ont montré la persistance de ce noyau très dur de 10 à 12% d'élèves en très grande difficulté. Et je constate aujourd'hui que la politique qui est menée, à la fois d'un point de vue budgétaire, ne permet pas de répondre à l'hétérogénéité de ces élèves, qu'il faut prendre en compte de façon beaucoup plus individualisée. Quand vous avez 30 élèves dans une classe, ça n'est pas possible. Et parallèlement, il faut des enseignants bien formés
pour gérer cette difficulté scolaire, cette hétérogénéité, cette grande diversité, dans un métier qui est de plus en plus compliqué, de plus en plus multiforme, de plus en plus complexe. On le voit à la fois aussi, d'ailleurs, avec les questions qui ont fait l'actualité l'année dernière sur ces questions de violence. Comment voulez-vous que des jeunes enseignants qui arrivent de leur université sans avoir de formation spécifique et professionnelle soient en capacité de prendre en charge les incivilités, les violences répondez d'un mot. Très rapidement, simplement pour dire quand même que vous oubliez que de l'aide personnalisée existe tant au primaire qu'au collège et même maintenant au lycée. L'aide personnalisée à raison de 2 heures par semaine. Quand en matière de sécurité, qui ne règle pas la grande difficulté. Vous savez qu'aujourd'hui, ça ne rend pas... Mais vous avez un petit peu oublié que les choses ne fonctionnaient pas bien avant. Donc si on n'essaye pas d'améliorer le système, eh bien on avancera. Alors jamais. justement, on va regarder un petit peu sur le plus long terme, effectivement. Bernard Hugonnier, on parle du budget de l'éducation nationale, donc 60 milliards d'euros. Est-ce que, selon vous, cette somme, quand vous regardez, vous comparez, premier budget de l'État, bien sûr, mais quand on compare avec ce qui se passe dans les pays européens, est-ce que vous estimez que ce budget devrait normalement permettre au système scolaire français de remplir sa mission ? Ce qu'il faut regarder, c'est bien sûr les moyens qui sont mis en œuvre par rapport aux besoins. Les effectifs diminuent légèrement. On fait appel de plus en plus aux heures supplémentaires. On a supprimé la formation en alternance, ce qui fait faire des économies là aussi. On va lutter en France contre le redoublement, donc on va essayer de dégager des économies, ce qui permettrait de faire face à la diminution des effectifs. Là où on s'interroge, c'est lorsqu'on aura atteint en 2012 quelque chose comme 10% de diminution des effectifs. Est-ce que ceci n'aura pas un effet sur la qualité de l'éducation nationale? C'est une grande question qu'on se pose. Je crois qu'il faut repenser l'éducation dans sa totalité, l'éducation nationale dans sa totalité. Vous parlez de réduction d'effectifs. Pour autant, il y avait 50 000 enseignants qui étaient, entre guillemets, sous-utilisés. C'était la problématique du remplacement. Et aujourd'hui, on l'a complètement occulté. Le ministre Luc Châtel a cette volonté de réorganiser le remplacement avec un référent dans chaque établissement pour que nos enfants, parce que c'est bien de cela dont il faut parler, ce sont l'éducation, je parle de l'éducation de nos enfants, pour que nos enfants ne restent pas pendant 14 jours, les fameux 14 jours de carence qui bloquaient nos enfants pour avoir un enseignant remplaçant. Je crois que tout cela aujourd'hui est en pleine évolution. Donc on supprime le délai de carence, on réorganise le système du fonctionnement du remplacement des enseignants. Quant au face-à-face enseignant-élève, aujourd'hui il y a 12 millions d'élèves, il y a 850 000 enseignants. Je crois qu'il est assez facile de calculer et de savoir ce qui est au prorata une moyenne d'enseignants par rapport aux élèves. D'accord, parlons des failles du système, parce qu'il y a beaucoup d'études de l'OCDE, notamment qui montrent que les apprentissages fondamentaux reculent dans notre pays. C'est vrai pour la lecture, c'est vrai pour les maths. Est-ce que là, ça n'est pas... C'est vrai pour les sciences aussi. C'est vrai pour les sciences, alors vraiment toutes les matières. Est-ce que là, c'est quand même pas d'abord une question de pédagogie, plus que de moyens? C'est sans doute les deux. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, prenons l'école primaire, 25, 26 élèves dans une classe, qui est souvent d'ailleurs, la plupart des classes à l'école primaire sont des classes multicours. L'enseignant, il n'a pas une seule classe, il a souvent un CE1, un CE2, voire un CP, un CE1, un CE2, notamment en zone rurale. Dans les zones rurales. Oui, mais c'est la réalité des choses, et ça contribue d'ailleurs à la difficulté du métier d'enseignant. Quand vous avez autant d'élèves divers dans votre classe, il faut arriver à gérer sa classe. Je ne suis pas sûre que ça soit ça leur problématique. C'est plutôt le comportement des élèves qui génère donc une forme de perturbation dans la classe, et c'est à ce moment-là que l'enseignant a des difficultés. C'est pas d'enseigner, l'enseignant sait enseigner. L'ambiance dans les classes a changé par rapport au passé. Je pense qu'il est passionné, il a envie de transmettre son savoir. Autant d'élèves aujourd'hui. Non mais arrêtons, nous ne sommes pas il y a 30 ans, madame. Aujourd'hui, la réalité scolaire, ce sont des enfants qui sont des enfants turbulents, ils sont ce qu'ils sont. Bien sûr, ils sont à l'image de notre société, et il faut bien donner aux enseignants les moyens de prendre en charge les enfants tels qu'ils sont. Je reviens à la formation initiale des enseignants, mais quand en formation initiale des enseignants, vous parlez des apprentissages fondamentaux. Apprendre à lire, il ne suffit pas d'avoir un manuel et de coller les élèves devant un manuel. Apprendre à lire, ça se travaille, ça ne se fait pas n'importe comment, de même qu'apprendre la numération. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un Master 2 de mathématiques que vous êtes aujourd'hui en capacité, parce que
sans aucune formation professionnelle, sans aucune formation pédagogique. C'est réducteur lorsque vous dites Master 2 en mathématiques. On ne se contente pas d'avoir seulement un Master 2 en mathématiques. Non, ce sera ça. Non, c'est la base. Si. Non, Bernard Hugonnier, quand on regarde le jour de scolarité en France, on s'aperçoit qu'il est 40, inférieur à la moyenne européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est-à-dire que vous avez un très grand nombre de vacances en France. Vous avez toutes les 7 semaines, vous avez à peu près 2 semaines de vacances, plus les 2 mois de vacances d'été, ce qui fait que vous avez une très forte concentration des cours sur un très petit nombre de journées. Donc des journées qui sont très chargées. C'est un point faible pour vous? C'est un point faible parce qu'on ne peut pas demander à des élèves de l'âge de 10 ans de se concentrer pendant 6 heures, 6 heures et demie par jour. C'est quelque chose qui est très très difficile. En conséquence de quoi, il faut essayer d'élargir ce temps de D'accord. Qu'est-ce que vous avez identifié, vous, également, comme faille dans le système actuel en France? Une des principales failles, c'est quand même l'échec scolaire. Oui. L'échec scolaire qui commence dans le primaire. On sait qu'il y a à peu près 15% de jeunes qui sortent du primaire et qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. C'est-à-dire 100 à 120 000 jeunes par an, ce qui est considérable. Et en fin du secondaire, vous avez 150 000 jeunes, donc la situation s'est aggravée, qui sortent du système sans aucune qualification, sans aucun diplôme. Il faut s'adresser à ce problème d'urgence. Parce que finalement, ce sont des jeunes qui n'ont aucune chance de s'insérer dans la société, aucune chance de s'insérer dans l'économie et qui auront des problèmes graves pour leur Alors propre c'est vie. une responsabilité partagée, bien sûr, entre les profs, entre le gouvernement. Christian Chevalier, on le voyait, les familles évidemment. On le voyait, le nombre de jours de classe en France est assez réduit. Et alors vous arrivez avec déjà 2 jours de grève la semaine prochaine. Est-ce bien raisonnable? Alors au niveau de l'UNSAL, il y aura une seule journée de grève, puisque nous n'appelons qu'à la grève que le 7 sur les retraites. D'accord, mais la veille, il y aura d'autres grèves par d'autres syndicats, dans d'autres établissements. Mais ça, c'est assez perturbant pour les parents d'élèves, parce qu'ils sont inquiets. Vous parliez justement d'inquiétude. Nos collègues aussi sont inquiets. Ils sont inquiets parce leurs conditions de travail se dégradent. On donne à leur enfant une image de quelqu'un qui va s'arrêter de travailler pour X raisons, certainement valables, mais en fait, on demande aux enfants de fournir un effort et les enseignants s'arrêtent de travailler dès la rentrée scolaire. Non, ils s'arrêtent Vous pas de parliez travailler. tout à l'heure de la problématique des rythmes scolaires. Oui. La réflexion est lancée, là. La réflexion est lancée, mais chantier. il y aura plus de 120 établissements en expérimentation. C'est une réflexion que le ministre Luc Châtel a lancée et qui me semble tout à fait pertinent. Aujourd'hui, vous en parliez très justement, monsieur, le rythme scolaire est trop intensif pour les enfants, qui les fatigue, qui génère certainement une forme pas de rébellion, mais de difficulté à rester au sein de l'école. Je crois qu'il faut prendre l'exemple de certains pays d'Europe où l'école est plus scolaire le matin, l'après-midi plus culturelle ou sportive. Je pense à une maman qui, ce matin, me disait « Mes enfants attendent la rentrée scolaire depuis le 15 août. Les vacances d'été sont trop longues. Il leur tarde de rentrer. » Voilà une proposition, faire rentrer les enfants dès le 15 août. Tout doucement, tout doucement, et je termine mon explication, par une remise à niveau pour les enfants qui le souhaitent. Parce que ça existe, les stages de remise à niveau sont aujourd'hui réalisés par les enseignants au sein des établissements volontaires. Eh bien, on pourrait proposer aux enfants, au lieu de faire leur cahier de vacances pendant de rentrer dès le 15 août, on a quand même un mot. De faire de tout doucement, eh bien, une réhabilitation au système scolaire. Christian Chevalier répondait d'un mot, est-ce qu'on peut envisager le retour en classe des élèves, même tout doucement, à partir du 15 août? Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème. La vraie question, effectivement, c'est celle des rythmes de vie des élèves, des enfants. Je crois qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui. Le chantier est ouvert, on verra bien ce qu'il en adviendra. Il faut travailler la journée scolaire, il faut travailler la semaine scolaire, il faut travailler l'année scolaire. Il faut la travailler pas qu'à l'école primaire, parce qu'il faut regarder ce qui se passe au collège, ce qui se passe au lycée. C'est un vrai chantier. Je regrette d'ailleurs que Xavier Darcos ne l'ait pas ouvert lorsqu'il a supprimé le samedi matin pour mettre en place l'aide individualisée. On avait là une opportunité qui a été malheureusement ratée. Très bien, merci à tous les deux. Mais le débat reprendra. Oui, mais vous reviendrez parce que je le disais, le débat sur les rythmes scolaires. Et c'est quand même l'avenir de nos enfants, parce que l'école, sa première mission, c'est d'éduquer nos enfants. Tout le monde sera d'accord sur ce point, évidemment. Merci à vous trois. Pour la dernière page du 19h, un pavé, le voici. Les mémoires de Tony Blair qui se lâchent donc sur 700 pages. Des confidences assez personnelles sur lui, sur son ministre des Finances, Gordon Brown, qui l'a accompagné durant ses 10 années de pouvoir. Un constat donc de son passage au 10 Downing Street que la presse britannique égratigne ce matin car trop satisfait. Ce sont les mémoires de Tony Blair qui dit aussi tout son amour de la France dans ce livre, Flora Sauvage.
C'est un pavé de 700 pages. Dans ses mémoires, Tony Blair défend ses 10 années au pouvoir. Débarrassé de toute langue de bois, il révèle en vrac son penchant pour la boisson et livre son regard sur son successeur Gordon Brown, tout en donnant des conseils à Nicolas Sarkozy. Certains jugent qu'il affronte des réformes impopulaires et que pour être réélu, il devra les édulcorer. Je pense précisément le contraire. S'il s'éloigne de ces réformes, il perdra. Autre anecdote de l'ancien Premier ministre britannique sur Nicolas Sarkozy. Lors d'une rencontre entre les deux hommes, il raconte « Il débordait de confiance en lui. Il m'a dit sans embâge et d'un air tout à fait convaincu « Je gagnerai, je serai président ». Le livre intitulé « Un voyage » est aussi l'occasion de revenir sur la guerre en Irak et de défendre ses choix. À la lecture de cette autobiographie, la presse britannique dénonce un exercice d'auto-justification hypocrite, voire trompeur. Avec nous, Philippe Turle, journaliste à la rédaction anglaise de RFI. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu avec votre ouvrage, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez, vous, retenu de ces mémoires? Est-ce que c'est d'abord la politique menée ou bien c'est l'homme, Blair, tel qu'il parle de lui-même? C'est un peu les deux. Moi, j'étais très intéressé de lire ces mémoires parce que, d'abord, c'est un personnage très controversé qui a fait quand même de bonnes choses, mais qui a perdu vraiment beaucoup de crédibilité au moment de la guerre en Irak. Il assume l'Irak. Le problème, c'est que maintenant, en lisant ses mémoires, on a l'impression que Tony Blair ne veut pas s'autocritiquer. Il n'y a pas de mea culpa. Alors, il y a une chose très intéressante qu'il dit dans le livre, c'est que il dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu de la foi en lui, mais lui, il n'a jamais perdu la foi dans le peuple britannique. Alors, c'est-à-dire que lui, même si les gens ne sont pas d'accord avec lui, il a dit « je n'ai pas de regret dans ce que j'ai ». Ça veut dire que le Blair reste fidèle à lui-même et on a un peu l'impression en lisant ce livre qu'il ne sait pas vraiment dire « ok, je suis désolé, j'ai peut-être fait une erreur », surtout en ce qui concerne la guerre en Irak. Est-ce qu'il est aveuglé par son ego ? Alors, ce que j'allais dire, c'est qu'on finit par se demander s'il n'est pas maintenant, il fait partie de ceux qui sont dans l'échelon au-dessus des très riches, des très connus, qui a perdu un peu le contact avec les vrais problèmes des gens, son passé, la politique en général en Grande-Bretagne. Et je pense que c'est de là où viennent les critiques aujourd'hui de la presse britannique vis-à-vis de lui, vis-à-vis du moment de la publication de ce livre qui tombe très mal pour son ancien parti, le New Labour, qui est en train de changer, de chercher un nouvel dirigeant. Donc tout ça, ça a fait en sorte que c'est intéressant, mais ça laisse quand même un petit goût amer. Vous avez été étonné par le ton direct qu'il emploie dans ce livre pour parler parfois de choses intimes, les relations avec sa femme parfois, comment il a pu le consoler, et puis son penchant pour l'alcool. Il dit qu'il a eu besoin de boire pendant un temps pour faire face au stress engendré par ses difficultés avec Gordon Brown. Alors là aussi, c'est curieux parce qu'il admet qu'il a pas mal bu à un moment, qu'il aimait bien boire du vin le soir, plusieurs verres, qu'il aimait bien une bière, qu'il aimait bien boire du gin, du whisky. Mais là encore, il se dit, je maîtrise tout, je sais à quelle limite il faut que je m'arrête, etc. Donc il n'admet pas. C'est pas clair s'il a eu un problème ou pas de l'alcool. Bon, c'est peut-être à son avantage ou à son honneur qu'il admet qu'il aimait bien boire. Là aussi, avec sa femme, il parle d'elle, mais il est jamais prêt à accepter que peut-être qu'elle a fait des erreurs aussi dans ses jugements, dans ses déclarations, dans ses prestations télévisées. Il n'y a pas beaucoup de critiques. C'est ça. C'est plutôt bon. On a fait ce qu'on pouvait faire. Donc, il faut accepter ça comme ça. Quelle est son image aujourd'hui chez les Britanniques? Ils se sont rués, les librairies pour acheter son livre. Quelle est l'image qu'il a aujourd'hui, sachant qu'il est devenu un affairiste? Oui, maintenant, j'ai un ami qui présentateur de l'une des émissions phares de la matinée sur une des grandes chaînes de radio en Grande-Bretagne, qui lui ne supporte pas Tony Blair. Il m'a dit c'est quelqu'un qui est un fou des guerres, c'est quelqu'un qui absolument aveuglé par lui-même, qui est obsédé par l'argent, qui est obsédé par l'immobilier, d'acheter des grandes maisons pour investir là-dedans, pour son image. Je n'achèterai pas son livre, j'attends qu'on me donne une copie gratuite. Donc c'est vrai que dans le public, il y a ceux qui aiment Tony Blair qui trouvent... Votre ami et collègue, confrère, il est représentatif du peuple Je pense qu'il y a beaucoup de controverses concernant Tony Blair. Au début, c'était un homme très populaire, avec
il y avait un immense espoir en lui, qu'on voulait vraiment qu'il change la Grande-Bretagne. Ça a commencé à se terminer au moment de la guerre en Irak et ensuite il a perdu toute crédibilité. Et le départ de Tony Blair a été tellement long. Ses critiques maintenant vis-à-vis de son successeur Gordon Brown sont tellement dures et acides. On se dit mais pourquoi il fait ça maintenant? Pourquoi il rentre dedans? Pourquoi il parle de ça? C'était des choses qu'il fallait pas dire peut-être tout de suite. On attend maintenant la réplique de Gordon Brown pour dire voilà, c'est ce qui s'est passé vraiment. Il en fait un portrait pas toujours élogieux, même s'il lui reconnaît de grandes qualités d'analyse politique, mais il lui manquerait l'humanité. Voilà, l'humanité, il manquait quelque chose, et c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'analyse émotionnelle de la politique. En tous les cas, Tony Blair, qui réalise beaucoup d'affaires en ce moment, partout dans le monde, a annoncé que ses droits d'auteur iraient à une bonne œuvre. Alors, c'est une œuvre pour les blessés de guerre, les handicapés de guerre. Je pense qu'il n'avait pas le choix, vu le fait que cette guerre en Irak était très controversée. Ça n'a jamais vraiment eu l'appui du public britannique. Pour vendre son livre, il fallait qu'il fasse un geste. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'argent de la vente de ce livre qui va directement dans les poches de Tony Blair. Donc, il va en profiter quand même. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Teur. Le prochain rendez-vous avec l'information sur Public Sénat à 22h avec Sonia Mabrouk et ses invités. Bonsoir.